Les besoins. Ben, c'est un dossier qui devient compliqué, les assurances habitation, dans ce qu'on appelle des zones à risque. Bon, il y a des gens qui se sont logés à des endroits, là, sur le bord d'une rivière ou d'un cours d'eau. Il y a eu souvent des inondations. On peut dire, à la limite, ces gens-là ont pris le risque. Mais si vous regardez la nouvelle carte des zones inondables du Québec, il y a des gens là-dedans, dans la deuxième, la troisième rue, proche d'un cours d'eau, qui n'ont jamais pensé acheter une maison dans une zone à risque. Là, se retrouvent avec des assurances plus compliquées. J'avoue que j'ai fait le saut hier en voyant ce dossier, en disant, OK, c'est plus juste les cours d'eau. Il semble qu'à cause des grands feux de forêt qu'on a eu au Québec, dans l'Ouest, on va aussi commencer à compliquer les assurances des gens qui habiteraient proche d'un boisé ou d'une forêt qui pourrait être menacée éventuellement par des feux de forêt. Louis Cyr, courtier en assurance, est avec nous. Bonjour, Louis. Bonjour, Mario. Va devenir compliqué de s'assurer pour un paquet de monde, là? Ben, compliqué ou dispendieux? Ben, les deux, j'ai l'impression compliqué dans le cas du feu, exemple, puis dispendieux dans le cas de l'eau, ou compliqué, là. Tu sais, ça va être un, ça va être l'autre, il n'y aura pas de belles solutions, dans le fond. Réglons le feu, parce que ça, moi, ouais. Écoute, je suis pas le dossier des assurances comme toi. Moi, c'était la première fois que je le voyais hier. Là. C'est pas été publié au Québec, c'est un texte en anglais, des pages économiques. Mais quand tu lis le texte, tu dis, attends un peu, là. Ça veut dire que là, on commence du côté des compagnies d'assurance à s'interroger sur tous les... Puis là, je pensais à Lebel sur Quévillon au Québec, là, tu sais, le feu est venu à proximité, Chapet, Chibougamau, mais d'autres lieux aussi. Tu dis, OK, est-ce que les gens qui habitent proche des forêts vont se retrouver non assurables? Ben, c'est la seule solution qui reste aux assureurs. Hein. Dans le fond, ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que les assureurs sont pas des intervenants, ce sont des institutions économiques. Un intervenant économique, là, c'est un milieu politique. Là, ça peut être le fédéral, le provincial, les MRC, les municipalités. Eux autres peuvent intervenir dans l'environnement, dans une localité, de faire des travaux publics. Mais les assureurs n'ont pas le droit là, de faire ça, là, même s'ils le voudraient. Alors, dans le fond, en plus, au Canada, c'est très rigide, là, les assureurs. Alors, il y a des lois, la loi sur l'assurance, qui dit que si tu veux assurer une habitation au Canada, tu ne peux pas exclure certains risques, dont le feu, le vent, la foudre, la grêle. Alors, il ne faut pas oublier, donc, que pour les assureurs, lorsqu'ils sont devant, j'ai pas le droit d'enlever le feu, j'assure tout le monde, le feu s'en vient, c'est moi qui vais payer. Alors que s'ils étaient, les assureurs et les gouvernements, une seule et unique personne, ben, le gouvernement dirait, bon, ben, moi, je vais protéger le Bel-sur-Quevillon parce que je veux les assurer. Mais encore faut-il avoir cette autorité-là, ou à tout le moins, une excellente collaboration entre les gouvernements et les assureurs. Et c'est compliqué. C'est très, très, très difficile. Les gouvernements osent pas non plus enlever les risques aux assureurs qui feraient trop de sous. Les assureurs disent, OK, mais moi, je ne paierai pas ce que tu ne m'aides pas à prévenir. Et comment ce que l'assureur craint, Louis, c'est que le village y passe au complet. Mettons que tu es une compagnie d'assurance puis que tu avais plusieurs résidences, là, que ben du monde sont clients avec toi dans ce village-là, puis que je dis le village au complet, mais mettons 4 rues du village y passent, là, ça te fait une facture démesurée d'incendie pour une année. Là. Voilà. Et comment on protège là, ces villes-là? Parce que les villes forestières au Québec, on en a plus qu'une. Là. Les villes minières également. Alors, il ne faut pas oublier là, qu'il y a des infrastructures commerciales, il y a des infrastructures communautaires, il y a des infrastructures individuelles, des propriétés privées. Tout ça, là, c'est à risque. On fait quoi avec ça? Ben, c'est sûr que tant que les feux de forêt sont pas là, on fait peut-être rien. Mais là, aujourd'hui, qu'on sait qu'ils vont peut-être être là à répétition et qu'on veut protéger, puis qu'on veut que les assureurs ne s'en aillent pas, là, parce que ça, c'est le point principal. Lorsqu'un assureur dit « moi, je veux baisser mon risque », si la seule solution, c'est « j'assure plus personne », c'est pas une bonne solution. Pour l'assureur, c'en est une, mais c'est même pas celle qu'il aimerait. Alors, il va falloir aller vers la prévention. Et je te donne un exemple. Si on faisait une bande de coupe à blanc tout le tour de Lebel-sur-Quevillon, d'1 kilomètre de large, et qu'on arme cette bande-là d'un réseau de gicleurs automatiques comme les terrains de golf. On vient de diminuer le risque, là. Les sapeurs pour bien, je vais être peut-être protégé de 80-90% de plus. Alors là, on va avoir des assureurs qui vont dire, OK, ça me tente. D'abord, peut-être charger un peu plus cher, mais je m'en vais pas. Du côté de l'eau, c'est la même chose. On vient mettre des résidences en zone inondable. Et on a maintenant enlevé le 20 ans, le 100 ans. On a mis risque faible, moyen, élevé.
avec des municipalités qui ont différentes règles dans la même classe. Exemple, une zone à risque élevé dans un endroit aura peut-être pas le même règlement de zonage qu'une zone à risque élevé dans un autre endroit. As-tu le droit de reconstruire? Oui, non. De la même façon? Oui, non. Quelles sont les mesures de protection qu'on te demande si tu veux reconstruire? Et là, le contrat d'assurance, il n'est pas fait comme ça. Là. Comme en Floride, dans certaines localités où il y a eu les ouragans, tout ça, si tu reconstruis, tu peux plus rien loger au rez-de-chaussée. Tout ce que tu peux mettre au rez-de-chaussée, c'est du ciment, puis un garage, mettre ton auto, puis des outils, puis tout ça. Faut que tu sois... Toutes les maisons, tu as des secteurs en Floride que toutes les maisons, tu commences à habiter à l'étage. Là. Le rez-de-chaussée, la partie inondable, là, tu laisses ça sur le ciment, puis tu mets ton char. À la limite, il y a une porte de garage qui va se faire inonder. Par rapport à la forêt, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Je pense aux gens qui vivent à Val-d'Or. On peut pas enlever la forêt partout, là. Non, pas partout. Une bande qui fait le tour d'1 kilomètre, d'un demi-kilomètre de large. Ce que ça fait, c'est que lorsque le feu arrive avec le vent, faut pas oublier que c'est le vent qui décide de la direction du feu. Alors là, à ce moment-là, on arrête le feu, ou à tout le moins, on le rend facile à combattre. On humidifie les sols. Donc là, tous les tisons ne créent pas d'autres incendies. Et lorsque le feu arrive, les équipes de combat sont capables d'arrêter un feu de forêt lorsqu'on a une bande qui a aucun arbre, là. On l'a coupé à blanc. Alors, vous allez dire, oui, puis l'environnement, oui, OK, mais le village. Et là, moi, c'est pas moi qui va répondre à la question. On privilégie l'environnement ou le village, là. Si on prend l'exemple de Montréal, qui est une île, faut-tu enlever les gens de l'île? Mais non, il n'y aura pas de feu de forêt à Montréal. Non, mais les inondations? Mais les inondations, c'est la bande riveraine. Il y a déjà une bande riveraine à Montréal qui est jugée inondable, là. Exact. Et là, à ce moment-là, on va faire... c'est ça, là. Il y a encore une fois pas de collaboration. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire aux riverains actuels, pas celui qui a demandé le permis puis qui a construit la maison il y a 45 ans avec l'autorité de la ville puis de l'État provincial, là. On parle de celui qui a acheté la maison il y a quelques années, là. Lui, on le rend coupable, là, du fait collectif. C'était quand même assez sévère là, comme décision collective. Là. On a-tu de la jalousie de sa vue sur le bord de l'eau? Je sais pas, là. Mais il y a une chose qui est certaine, là, c'est que cette personne-là, là, elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait de mal, elle a payé ses taxes, puis là, on vient d'y enlever peut-être la moitié de son avoir familial pour sa retraite. Là. Parce que sa maison est plus assurable, oui, effectivement. Oui, elle est plus finançable. Alors, en Europe, quand on a à protéger l'environnement dans ces genres de situations-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on a des choses à protéger. Exemple, puis là, je vais faire un jeu de mots, mais grenouilles, quenouilles. Faut les protéger. Excellent. Ici, ce qu'on a donné, c'est le pouvoir de ces résultats-là, là, d'empêcher, de stopper. Lorsqu'on est en Europe, ils ont le pouvoir de protéger. Donc, aller chercher les grenouilles, les quenouilles, envoyez-les ailleurs, mais on a à bâtir, exemple, une digue en pierre, pour protéger les propriétés, protéger la population, ouais, je comprends. Bien sûr. Et ou une protection individuelle. Est-ce qu'on va permettre aux gens qui sont sur le bord de l'eau, exemple, de construire une infrastructure personnelle juste pour protéger leur maison sans argent collectif, avec l'argent de cette personne-là, pour protéger son actif? Alors, il va falloir... Nos lois de l'environnement sont loin de permettre ça aujourd'hui, en 2026. Partout où c'était permis autrefois, on l'interdit maintenant, là. Et voilà. Alors là, les assureurs disent, écoutez, là, nous, on ne peut pas prendre l'erreur collective et payer pour. Alors, on va soit se retirer ou vous allez permettre la protection collective ou la protection individuelle. Et là, on va y aller. Et on est à quelques années, selon moi, de voir ce qu'on va appeler des certificats de résilience. Donc, les propriétaires pourront prouver aux assureurs, à l'État, aux banques, j'ai fait telle infrastructure, j'ai protégé ma maison, s'il vous plaît, considérez-la plus à risque élevé, mettez-moi à risque faible. Et là, on va avoir une évolution qui va se faire de ce côté-là. Donc, on a beaucoup de choses possibles pour ne pas vivre la fameuse catastrophe de ta première question. On va être plus assurable, mais on est loin d'avoir une belle harmonie entre les intervenants. Il y a un conflit avec l'environnement là-dedans. Merci, Louis. Au revoir. Merci à vous. Merci à Courtier en assurance. L'Abitibi réagit beaucoup à ça, en disant que c'est impossible, ce type de protection-là. Il y a beaucoup de textos de l'Abitibi. Ouais.
Mais je comprends que c'est compliqué. En tout cas, moi, quand j'ai vu ce texte-là hier, j'ai dit, OK, là, l'eau, les inondations. D'ailleurs, les inondations, on va peut-être en parler demain puis après-demain. Ça. Mais je dis là, en plus, OK, les feux de forêt. OK, les gens qui habitent proche des forêts, t'en sors plus, là. Après ça, les vents, on a de plus en plus de micro-rafales. Là, ça va être quoi? T'sais, on dirait que ça arrête plus. Déjà que les assurances habitation, les coûts ont augmenté, mais c'est énorme comment ça a augmenté ces dernières années. Consommation de cannabis est en baisse au Québec? Oui, et ça avait augmenté beaucoup en 2018 et 2021, mais là, la tendance est à la baisse au Québec. C'est le rapport d'enquête québécoise sur le cannabis publié par l'Institut de la statistique du Québec qui révèle ça aujourd'hui. En fait, là, c'est 14 de la population consommait du cannabis en 2018 au Québec. Ça, c'est l'année de la légalisation. Est-ce que c'est ça ou c'est la pandémie? La consommation, toujours est-il qu'elle a atteint un sommet 3 ans plus tard. 20 de la population consommait du cannabis. Et là, globalement, ça a commencé à baisser depuis 2021. Et là, on est à 17 C'est encore un peu plus élevé qu'en 2018, mais la tendance est à la baisse. Le groupe des 21-34 ans, c'est le groupe qui sont les plus grands consommateurs de cannabis. Les personnes de 55 ans et plus sont les moins nombreuses à en consommer. Et on dit que 41 des consommateurs en prennent au moins une fois par mois, 16 tous les jours, et qu'1,5 ont un risque élevé de consommation 16 problématique. de toute la population? De la population consultée, là. OK, tous les jours. Moi, je comprends, 16 Puis 1,5 sont à risque élevé de consommation problématique. Un agriculteur qui meurt dans son silo à grains. Oui, c'est un agriculteur de Granby qui a perdu la vie dans un silo à grains. Ça s'est passé la semaine dernière, mais là, sa famille implore les collègues à faire preuve de prudence. C'est Hugues Morissette, c'est un père de famille de 57 ans. Il est mort alors qu'il allait travailler à la ferme dont il était copropriétaire avec son frère. C'est arrivé vers 16h30 le 8 avril. Il travaillait depuis le début de la journée dans un silo à maïs. Il y en a un qui est parti aller chercher quelque chose, puis quand il est revenu, l'autre avait disparu. Son décès a été constaté en soirée. Ce qu'on dit, il était dans le silo à grains, mais ce qui explique son cousin, c'est qu'il y a des trous d'air qui se forment dans les silos à grains. Il pense que probablement il s'est aventuré sur le grain sans harnais de sécurité et qu'il y a une de ces poches-là qui fait qu'il s'est enfoncé sous son poids et l'a enseveli. Il y a comme une pression. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. C'est comme le sable mouvant, effectivement. Donc, c'est extrêmement dangereux. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que les agriculteurs doivent arrêter de prendre des risques parce qu'il y a des conséquences à ça. Puis il dit, c'est comme si à force de travailler en agriculture, on vient qu'à minimiser les risques, même si on les connaît, mais c'est extrêmement dangereux. C'est triste. Probablement un des milieux où il se prend le plus de risques. Je peux en parler. Météo? On a trouvé une façon de faire la météo ce matin avec Jean-François et Jessica. Faut se mettre dans l'ambiance. Alors aujourd'hui, c'est de la pluie intermittente avec des averses pour l'après-midi. 9 degrés comme maximum. Et demain? Des averses demain, des et averses vendredi. Ça arrête plus de pleuvoir, mais c'est une trempe de même, c'est moins pire. Alternance soleil nuages samedi.